Hier, mercredi 25 janvier 2023, sortait Vaincre ou mourir dans les salles obscures. Je veux être l'homme du panache. C'est le premier film produit par le Puy du Fou, et ça ne plaît pas trop à une partie de la presse. La presse! On peut lire ici ou là que le film fait polémique, de par son conservatisme affiché, que c'est un nanar historique ou qu'il est même tout simplement mauvais. Libération ira même jusqu'à nous offrir cette magnifique une en expliquant que le film réécrit l'histoire de la Révolution. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Nous pouvons les vaincre! Première question, est-ce que vous pensez que le film va marcher? Est-ce que la France est prête pour un film comme ça? Par superstition, je ne ferai pas de pari, mais je pense en tout cas qu'il correspond à un type de film que le public attend, puisqu'il y en a très peu. Il y a peu d'offres de films historiques avec un certain réalisme qui explorent notre histoire de France. Et je pense qu'il y a un engouement du public pour ce type de film. Donc on espère qu'il sera bien reçu. Donc pour faire le synopsis vite fait, on est dans la France révolutionnaire, on est en 1793 et on va suivre plus précisément le parcours de François Athanase Charette de la Contrie, donc dit Charette, qui est un général qui à la base est un marin et qui va devenir un véritable stratège militaire sur les terres de Vendée pour repousser les révolutionnaires. Pourquoi ce choix de cette guerre de Vendée comme premier film pour le Puy du Fou? Parce qu'on rappelle que c'est le premier film produit par le Puy du Fou. Pourquoi est-ce qu'on commence par là? C'est peut-être aussi une idée d'adaptation du dernier Panache, qui est un spectacle remarquable du Puy du Fou. Si jamais vous n'avez jamais vu ce spectacle, il faut aller le voir. Oui, alors en se lançant dans la production cinématographique, le Puy du Fou a choisi un sujet avec lequel il était parfaitement à l'aise. Charette est un héros local, puisque le Puy du Fou est sur le territoire de Charette, le pays de Ré. Et donc ils ont choisi naturellement d'aller vers un personnage qui leur était familier, pour lequel ils avaient vraiment une vraie passion. C'est un film très réussi avec dans le rôle de Charette Hugo Baker qui fait une performance assez remarquable, je dois dire. On a également Jean-Hugues Anglade, Rod Parado, Constance Gay, Francis Renaud. C'est quand même des têtes connues au cinéma en France. Vous avez réussi à sortir un beau casting. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée la connexion avec le cinéma français? La construction du film a-t-elle été difficile ou au contraire ça a déroulé comme prévu? Ça s'est fait par étapes, alors avec l'idée de départ d'un docu-fiction, je ne sais pas si on y reviendra plus longuement après, mais très vite on a proposé un scénario qui avait une vraie dimension épique, qui tendait déjà vers un côté cinématographique et avec une histoire assez singulière, une histoire, comme on le disait tout à l'heure, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir dans le cinéma français, donc film en costume, film d'époque, film d'aventure, et c'est assez séduisant pour des acteurs d'endosser, je pense notamment à Hugo, mais aux autres acteurs aussi, d'endosser ce costume, d'avoir la possibilité de défourailler son sabre sur son cheval et de charger, puisque on en reparlera sans doute aussi, mais Hugo a assuré lui-même toutes ces cascades, et donc c'est très séduisant pour un acteur de pouvoir avoir ce type de rôle. Mais en tout cas, pour ce qui concernait le cinéma, voilà, on ne pouvait pas prétendre sur notre nom ramener un tel casting, et je pense que c'est surtout l'idée elle-même, l'ambition et l'énergie aussi. On était assez investis par le projet avec Paul. Ça devait se sentir, cette énergie, l'envie de faire vraiment quelque chose de sympa, de différent, et ça a convaincu Hugo, et qui derrière nous a permis de dérouler ce casting très sympa. Je vais te donner la parole, Charlotte, pour parler un peu plus de la Vendée, mais je veux juste rappeler quand même qu'effectivement c'est un film à deux réalisateurs, avec Paul Mignot qui vient plutôt du milieu de la pub, et vous, Vincent, qui venez des documentaires, donc vous avez notamment travaillé sur Secret d'Histoire, avec Stéphane Bern. Charlotte, est-ce que tu as quelque chose à dire? Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur la question du choix avant de venir, en effet, du docu-fiction, comment ça arrive au cinéma, pourquoi est-ce que le projet entre avec une ampleur complètement incroyable qui n'était pas nécessairement celle qui était prévue au départ. Mais l'interrogation qu'on a un peu tous, c'est de se dire, en effet, quand on connaît le Puy du Fou, qu'on connaît même de loin le Puy du Fou, on se dit Charette, c'est un choix assez naturel. Dans le milieu du cinéma, ça semble moins naturel, et en France, de manière générale, encore moins, parce que Charette, alors tout le monde le découvrira au cinéma, est un personnage absolument incroyable, passionnant, avec une épopée complètement dingue, mais c'est un personnage très méconnu. Et moi, je voulais savoir, vous, puisque vous êtes le premier à convaincre dans toute cette histoire, est-ce que vous connaissiez Charette, et comment se passe le moment où vous vous dites ok, génial, je fonce, je signe?
Oui, je connaissais Charette, je connaissais même très bien Charette, puisque la question de la guerre de Vendée me passionnait depuis peut-être bien 15 ans, 20 ans. J'avais lu des ouvrages de référence sur le sujet. Moi, j'ai aussi, pour répondre à la deuxième partie de la question, senti que c'était dès le premier coup de fil, je me suis dit, ok, ça c'est un sujet particulier, ça va être un vrai grand projet qui va me mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, parce que j'avais ce sentiment effectivement que faire un film, même si au début c'était un docu-fiction, mais enfin quand même il y avait cette ambition de faire quelque chose de grand sur la guerre de Vendée. Ça n'avait été... On peut citer le film Chouan de Broca, il y avait eu divers téléfilms, enfin il n'y avait pas eu grand-chose de grande ampleur sur le sujet. Quand on regarde le 19e siècle, les grands auteurs de la littérature se sont emparés de la question de la guerre de Vendée. On pense bien sûr au 93 de Victor Hugo, Les Bleus et les Blancs de Dumas, même les Chouans de Balzac. Et c'est marrant, même Jules Verne a écrit un livre sur la guerre, le conte de Chantelaine. Donc au 19e siècle, la guerre de Vendée, ça a été une vraie matière, une vraie source d'inspiration pour les grands auteurs. Ça a donné ses chefs-d'œuvre. Et c'est bien normal, puisque c'est une fresque tellement dramatique, épique, que ça fait forcément des belles histoires. Et c'était dommage de s'apercevoir qu'au XXe siècle, le sujet était... C'est pas qu'il était tombé en désuétude, mais il était plutôt mis sous le boisseau, assez occulté. C'était une question abrasive, assez sulfureuse. Et on se dit, c'est quand même dommage qu'avec les moyens modernes du cinéma, cette écriture cinématographique, on prolonge pas cette inspiration justement des auteurs de la littérature vers le grand écran. Dans Les Guerres de Vendée, en effet, c'est un épisode assez peu connu, qui est assez lié. Enfin, si on retrace l'histoire, c'est que certains, en tout cas dans le récit national, ont voulu faire de la Révolution un bloc. Et donc la terreur, c'est-à-dire cette terreur, puisqu'elle s'est appelée elle-même comme ça, infligée à la Vendée qui se révoltait, c'était un peu compliqué de la mettre dans un bloc qui était assez idéalisé pour d'autres raisons, parfois même légitimes, et en tout cas dont nous sommes les héritiers. Et donc, qu'est-ce que vous vous dites, vous, au moment où vous dites, à la fois, il y a le personnage de Charette qui est assez universel dans la mesure où, voilà, il est appelé par le peuple, il se révolte contre un pouvoir qui est oppresseur dans ces circonstances, et le récit de pourquoi vous venez mettre votre nez là-dedans, ça va gêner un peu tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur dans la réception et est-ce que ça a participé de votre volonté d'équilibre dans le film, équilibre qui est vraiment, qu'on retrouve dans le film très clairement? Oui, c'est-à-dire que, en fait, sur ce sujet, il y a à la fois une évidence, c'est-à-dire la fable atemporelle du petit village d'irréductibles qui résiste à l'oppresseur, qu'on retrouve, qui a souvent fait des bonnes histoires. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'assez naturel. Et il y a à la fois quelque chose aussi de glissant. On sait bien que la question de la guerre de Vendée est un peu le grand point d'interrogation dans la Révolution française. C'est quand même, c'est pas un événement anodin. Je veux dire, la Révolution française, c'est un événement qui a changé la face du monde, si on veut dire, qui a accouché de nos sociétés modernes. Et donc il y a vraiment un avant et un après. Mais au milieu, il y a cette espèce de question de la Vendée qui est un peu le grain de sable, et plus qu'un grain de sable, parce que derrière, quand on considère 200 000 morts, c'est pas un simple dommage collatéral. Parce que quand on rentre dans le détail, c'est pas seulement des crimes de guerre. Il y a vraiment un acharnement. Peut-être qu'on pourra en parler encore plus tard, mais il y a vraiment une volonté d'écraser, de détruire la Vendée, comme disait Barrère à la Convention. C'est aller très très loin, cette histoire, et on s'est dit, c'est quand même... je pense que la Vendée a toujours gêné, parce que elle se passe au moment de la Révolution française. La Révolution française est la genèse du régime actuel, la République. Donc on aime toujours les récits, les grands mythes fondateurs, on les veut immaculés, sans tache, on les veut purs, et forcément cette question de la Vendée vient faire tâche. Il faut quand même se rappeler que l'armée française à l'époque est la plus puissante d'Europe. Donc, du monde, oui, d'une certaine manière, on peut le dire. Donc Charette se dit, il faut éviter ces batailles, il faut rompre la ligne. Ça, c'est le marin qui parle. Il a cette patience de marin, c'est-à-dire économiser les vaisseaux. Quand on est marin, on peut pas faire n'importe quoi et tout jouer sur un coup de dé, parce que sinon on se retrouve à la baille sur un radeau. Donc il faut économiser ses moyens. Et donc Charette se dit, quelle est la force ? Quelle est notre force ? C'est que
on maîtrise le terrain. C'est les soldats républicains, souvent viennent des Vosges, de l'Est, comme je dis des Vosges parce que c'est travaux. Ils connaissent pas le pays et ils se perdent dans ce labyrinthe de chemins creux où ils embourbent leurs canons. Et puis même esthétiquement, je trouve que dans cette guerre de Vendée, il y a un côté un peu western avec ce grand panache. Ils sont planqués dans les fourrés. Il y a un côté un peu apache chez ces Vendéens, ces Pédrais comme on les appelle, hirsutes. Je trouve qu'il y a un petit côté Géronimo chez Charette. On a parlé tout à l'heure des Bleus, du fait que certains soldats ont été graciés. Dans le film, il y a un Bleu qui se convertit automatiquement à Charette puisqu'il lui laisse la vie sauve. C'est vrai ça ? Pfeiffer, alors tout est vrai dans le film. C'est-à-dire que tous les événements relatés sont vrais, sont abondamment relatés par les mémorialistes. Moi, je me suis beaucoup basé sur Lucas de la Championnière, qui est assez digne de foi parce qu'il est plutôt du genre à démystifier les légendes. Enfin, c'est pas quelqu'un qui raconte des trucs, il est plutôt, il ramène les choses toujours sur un terrain très crédible. Donc, on est bien obligé d'inventer des dialogues, même si beaucoup de phrases sont authentiques de Charette. J'ai essayé d'exploiter le plus possible de phrases authentiques. Et donc, oui, donc cette question de Pfeiffer, qui est un soldat républicain, on l'appelle l'Allemand, mais on ne sait pas s'il est alsacien, enfin en tout cas il est surnommé comme ça, effectivement passe du côté de Charette. Je crois que c'est après la bataille de Pont-Jam, qui est une embuscade de Charette et de ses hommes, il décide de gracier les prisonniers. Et ce qui fait forte impression sur Pfeiffer, parce que les Bleus ont plutôt l'habitude inverse, c'est de massacrer tout le monde, il faut bien le dire. Et même si, encore une fois, Charette massacrera aussi lui des prisonniers, à Belleville, 300 représailles des fusillés de Quiberon par Roche. Donc voilà, petite parenthèse. Et d'ailleurs, qu'on montre dans le film, c'est dire à quel point on n'élude pas ce côté-là. Et donc Pfeiffer va être impressionné par cette mansuétude de Charette et il va décider de passer avec armes et bagages du côté de Charette. Et d'ailleurs, il va tellement se prendre d'affection pour Charette qui va devenir un peu son garde du corps, presque il le suit comme son ombre. Au moment de la capture, il va prendre son chapeau, panache, son panache pour se faire passer pour lui afin de donner le change et essayer de sauver la vie de Charette. J'ai des frissons. D'ailleurs, ce que vous expliquez tout à l'heure, Charette, sur le coup, il leur dit bon, vous êtes gentils les gars, mais vous avez vu l'armée qui est en face, arrêtez ça tout de suite, arrêtez votre délire. Et comment est-ce que vous expliqueriez, là, en quelques mots, pour donner envie aux gens d'aller le voir plus en détail dans votre film, le fond du combat des Vendéens ? Qu'est-ce qui les anime ? Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'effectivement, les raisons sont multiples. Mais vous faites bien de rappeler d'ailleurs que ce sont les paysans qui viennent chercher les nobles. Et d'ailleurs, de gré ou de force. On a tendance à croire que ce combat des Blancs, c'est un combat d'aristocrates contre le peuple révolutionnaire. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'essentiel de la France à la fin du XVIIIe siècle est paysanne, presque à 95%. Et donc, ces paysans sont les premiers à s'insurger contre la Révolution française. Au-delà même de la question purement religieuse, même si elle compte énormément, il y a vraiment une question de vie quotidienne, c'est-à-dire que ça bouleverse des coutumes. Faut voir que la vie qui est rythmée par les saisons, les moissons, c'est une vie assez paisible, bien ordonnée, et enlever d'un coup ces prêtres, ça chamboule le quotidien, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ça, ce que vous venez de dire, c'est résumé dans une scène avec un appel, on a quelqu'un qui monte sur une estrade d'un révolutionnaire, enfin un bleu, un mec de l'administration... révolutionnaire, je sais pas comment on dit ça, pardon. Un représentant en mission. Voilà. Un représentant. Et il tire au sort un nom qui est le nom du fils d'un conseiller municipal, donc lui n'y va pas. Et en fait, le fils d'un paysan, lui, doit y aller. Tout à l'heure, vous disiez que tout était vrai dans le film, même cette scène ? Non, cette scène... Non, alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des passe-droits, c'est que égalité, mais pas tant que ça. D'accord. C'est-à-dire que, mais comme de tout temps, finalement, c'est toujours les plus humbles qui vont mourir pour les autres. Il faudrait savoir dans quelle proportion, mais effectivement, il y a eu des possibilités de racheter en soudoyant, si on n'avait pas tiré le bon carton blanc ou d'échanger sa place. Il y a eu des phénomènes comme ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autre endroit en France où il se passe la même chose, Si. où il y a un embryon de trucs vendéens, quoi. Alors déjà, juste une petite clarification, ce qu'on appelle la Vendée, en fait, c'est par simplification. C'est-à-dire, c'est la Vendée, voilà, la Vendée militaire. En gros, c'est à cheval sur 4 départements, au sud de la Loire, la Vendée, parce que à chaque fois à la Convention, on disait la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, et puis à la fin, par simplification, ils s'arrêtaient à la Vendée, ils faisaient pas l'énumération. Ça fait quoi ? Ça va jusqu'à la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique ? Oui, il y a l'Anjou, les anciennes régions Anjou, Poitou. En gros, c'est une bonne partie du sud. C'est entre la côte atlantique et le sud de la Loire. Ça, c'est intéressant parce que c'est un phénomène peu connu, mais en fait, les révoltes éclatent partout en France.
en Provence beaucoup, dans l'est de la France. C'est globalement dans les régions, il y a vraiment un rejet de cette révolution qui est jugée excessive et qui commence à devenir envahissante dans la vie des gens. C'est là cette question militaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc c'est en Vendée que ça va dégénérer particulièrement. C'est pour ça qu'on retient surtout la Vendée, puisque la répression va être extrêmement féroce. La République se sont débordés de partout. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une réaction aussi extrêmement violente, parce qu'ils savent que s'ils n'emploient pas les grands moyens, la République sera balayée. Comment on comprend justement la radicalisation parce qu'il y a une violence extrême, et alors vous le racontez avec des images, c'est accessible à un public assez large, hein. Vous ne rentrez pas dans le détail, on va dire, des horreurs, mais qui par ailleurs sont évoquées et qui sont parfois commises. Et en même temps, en effet, on découvre des personnages, vous parliez de Travaux tout à l'heure, qui est en face de Charette, avec des qualités, même des vertus personnelles vraiment existantes. Comment on comprend à la fois... Voilà, il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, c'est plus compliqué que ça. Et la radicalisation, du coup, de cet esprit révolutionnaire en Vendée, comment il s'explique ? Sur la radicalisation, je dirais qu'il y a, dans l'esprit du temps, il y a cette exaltation des valeurs antiques de Rome. Il y a une espèce de surenchère verbale, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a vraiment une exaltation de la force. Et ça, couplé au contexte que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de république en danger, ça va faire un cocktail assez explosif. Exterminer les brigands, comme c'est dit même juridiquement dans la deuxième loi. Oui, alors c'est la loi d'octobre 1793. Alors juste, c'est vrai, il y a en fait, dans l'acception moderne, exterminer, ça veut dire massacrer tout le monde, mais c'est vrai que dans la terminologie de l'époque, c'était vraiment exterminer, c'est-à-dire ôter de la terre, en fait. C'était créer un nouveau peuple. En fait, le peuple n'allait pas, donc il fallait changer de peuple, en particulier le peuple vendéen. C'est pas étonnant, finalement, que des auteurs comme Victor Hugo se soient intéressés à cette époque, parce qu'on est quand même dans quelque chose de presque homérique, en fait. On a l'impression que les dieux se jouent de la destinée des hommes, et la guerre, d'une certaine manière, c'est d'ailleurs la morale d'Homère, c'est la guerre transcende les hommes, en fait. Initialement, était prévu un documentaire fiction sur Charette, et puis petit à petit, c'est devenu un film qu'on va donc découvrir au cinéma. Quelle est l'histoire de ce changement ? Effectivement, le contrat de départ, c'était un docu-fiction, 2 fois 52 minutes pour Canal+. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'on avait... C'est vous qui le dites. On avait un scénario qui appelait du coup des acteurs d'un certain niveau, avec les moyens du Puy du Fou, puis avec les Puy Follet, on avait 1000 personnes sur le plateau, on avait des belles images, et c'est Canal+, c'est Canal+ qui nous aide, Studio Canal. Ah, mais c'est sympa quand même. Ça serait bien de l'emmener en salle, et donc avec beaucoup d'énergie, en palliant le manque de moyens par le sang et la sueur. Voilà. C'est vrai que quand on connaît un peu le monde du cinéma, quand on voit le budget et le temps de tournage, le résultat est juste bluffant. Ça, c'est rien de le dire, hein. C'est pas juste parce qu'on fait de la promo. La relation avec Paul sur le tournage, justement, par rapport à ça, apportait ce côté très esthétique. Oui. Ça vient d'où parce que c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment au cinéma en France, en fait. Même au montage, on en parlait avant de tourner, il y a une espèce de synergie qui a dû s'opérer à un moment donné qui rend un rendu assez incroyable. Alors là, il y a plein de questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc sur le côté film à l'américaine, bon alors nous, vraiment très très modestement, on sait qu'on n'a pas... comment dire, qu'on peut difficilement jouer dans la même cour, clairement. Et je pense qu'en France, on a trop longtemps été, et encore aujourd'hui, plus séduit par les figures d'anti-héros que de héros, alors que les Américains, ils vont pleine bourre, ça donne des films comme Top Gun et tout ça, ils y vont à fond et sans complexe. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu de complexe, en fait, on s'est dit, bon, allez, on y va. Ensuite, sur la relation avec Paul, effectivement, Paul, il a un côté, il a une approche très esthétique, très graphique, qui vient de la grosse expérience qu'il a, notamment en pub, pour des marques de luxe ou pour ses courts-métrages. C'est vraiment un homme de l'image. À la fin, je me suis toujours demandé depuis petit comment on filmerait la mort de Charette. Je vous le dis en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle manière de le faire. Comment vous avez fait sur le tournage et surtout au cut, au montage final pour la mort de Charette? Comment vous vous êtes dit on va faire cette version-là? Est-ce qu'il y avait plusieurs versions ou pas? Parce que c'est très très difficile en fait de l'expliquer. Pour remettre dans le contexte, Charette il a un bandeau, il demande à ce qu'on enlève pour qu'il puisse fermer les yeux pour pouvoir le tuer à ce moment-là, ce qui se fait pas mais ce qui est accordé quand même. C'est lui qui commande le feu, et ça aussi c'est authentique. Et ça, raconter ça au cinéma, parce que le dire c'est magnifique, le lire c'est magnifique, mais le voir c'est quand même compliqué je pense. Comment vous avez fait? Les scènes d'exécution, souvent elles sont très belles.
même dans l'histoire, hein, surtout pendant la Révolution française, c'est un peu... Parce que ces gens-là vivent leur vie comme une pièce de théâtre et l'exécution, c'est la dernière scène. Et donc c'est le moment où il faut être digne. Et Charette, alors lui, il va pousser ça vraiment à un très très haut niveau puisqu'il va demander à commander le feu lui-même. Ce qui gêne un peu Travaux parce que, à l'époque, on était guillotiné pour pas grand-chose et le roi des brigands, lui accorder ce privilège, ça s'est pas fait sans quelques grincements de dents, mais bon. Et Charette a obtenu ce privilège et c'est vrai qu'il faut avoir du cran quand on est face à la mort, quand on est face à un peloton d'exécution, commander le feu, c'est pas rien quand même. Alors il y a cette légende qui est possible d'ailleurs qu'il aurait vraiment vu la mort en face puisque une balle serait passée dans son œil sans blesser la paupière, ce qui veut dire qu'il a gardé les yeux ouverts. Bon, ça on sait pas trop, il y a un masque mortuaire mais en tout cas c'est possible, c'est une belle histoire donc. C'est aussi cette élégance dans sa personnalité qui vous a attiré vers ce personnage plutôt que vers un autre, donc il n'avait pas complètement tort. Parce qu'il est flamboyant, c'est-à-dire qu'un Catlino ou un La Roche-Jacquelin, qui sont pourtant, moi j'ai énormément d'admiration pour ces personnages, mais ils ont moins d'aspérité en fait. C'est-à-dire que, je crois que je sais plus qui disait, c'est peut-être la marquise de Donissan, La Roche-Jacquelin, dans ses mémoires, ou une autre, mais qui dit à propos de La Roche-Jacquelin, à la fin de sa vie, on ne trouva rien à lui reprocher. Eh ben ça c'est un problème en cinéma parce que ça donne une figure un peu trop lisse. Vous nous avez dit qu'en effet il y avait une place dans le cinéma français pour le film historique et il est vrai que d'ailleurs les émissions historiques, les documentaires fiction historiques fonctionnent très très bien avec le public français, donc en effet il y a une demande et j'aimerais que la dernière question entre guillemets soit adressée aux gens qui nous regardent là. Qu'est-ce que le fait qu'il se déplace au cinéma va jouer justement là-dessus ? J'imagine que c'est extrêmement important. C'est une première pour vous, mais c'est aussi une première, alors pour le Puy du Fou, mais aussi sur ce terrain du film historique avec un personnage un peu méconnu. Est-ce que le fait que les gens se déplacent va jouer un rôle pour la suite, évidemment ? Nécessairement, c'est-à-dire que ce serait la confirmation. L'histoire est une passion française. Alors on va dire dans d'autres pays aussi, mais vraiment en France singulièrement, on le voit à travers le succès des expositions, des films, des revues. Mais c'est des personnages fascinants et c'est vrai que les Français aiment l'histoire, ils aiment parler histoire. Ils aiment bien savoir les noms de rues, les places. Enfin, c'est un truc qui résonne beaucoup chez nous. Et pourtant, le cinéma, même si c'était le cas dans les années 50, 60, il y avait beaucoup de films historiques, et on est tombé un peu en désuétude. On a préféré valoriser plutôt des figures. On s'est intéressé plutôt à nos défaites, à nos turpitudes. Et on a délaissé un petit peu les vieilles gloires, les Du Guesclin, les Bayard, toutes ces figures un peu héroïques qui étaient pourtant dans les manuels scolaires au début du XXe siècle et qu'on fait rêver des entières générations d'écoliers. Je voulais juste dire que si vous comptez aller voir ce film, faut pas s'attendre à de la propagande, ça ne l'est pas du tout. On a vraiment affaire à quelque chose de très sérieux, d'historique, et je vois pas ce qu'on peut reprocher à un film comme ça. Mais merci. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous.